La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Quand mon âme a quitté mon corps, elle a d'abord volé vers le fuchsia sur la sellette près du lit. Conrad de Trait a obtenu le prix Renaudot. Je crois que ma vocation depuis toujours est celle d'écrivain, seulement je ne le savais pas. Si je vous parle d'un écrivain wallon, ancien séminariste, théologien à Louvain, devenu dans les années 60, militant révolutionnaire en Amérique du Sud, il y a fort à parier que peu d'entre vous verront de qui il s'agit. Si je vous parle d'un roman belge qui a reçu le prix Renaudot et qui raconte la vie trépidante d'un homme qui a découvert qu'il aimait les hommes et qui est mort du sida à Paris, vous ne pourrez sans doute pas me dire qui a écrit ce livre. Parce qu'il y a des artistes qui semblent oubliés de la postérité alors qu'ils disaient tant de leur époque. C'est un de ces auteurs dont nous racontons l'histoire aujourd'hui dans cet épisode. Nous revenons sur la vie et sur l'œuvre de Conrad de Trait. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. En ce week-end de foire du livre, nous voulions revenir sur un des grands livres de la littérature belge francophone, L'herbe à brûler, et sur son auteur, Conrad de Trait, intellectuel de gauche, qui est peu à peu disparu des radars, alors qu'après sa mort, la RTBF lui a consacré de nombreuses séries, de nombreuses productions radio notamment. Il y a des tas d'archives de Conrad de Trait, et pourtant, c'est quelqu'un qui a été un peu oublié du grand public. Alors oublié, pas tout à fait, puisque son grand roman, L'herbe à brûler, vient d'être réédité chez Espace Nord. Ce roman a reçu le prix Renaudot en 1979. C'est un des prix les plus prestigieux de la littérature française, avec le Goncourt. La postface qui remet en contexte est de Clément Dessy. Bonjour Clément Dessy. Bonjour. Vous êtes chercheur FNRS à l'Université libre de Bruxelles. Avant de revenir sur la vie assez incroyable de Conrad de Trait à travers nos archives, qui sont, je le disais, nombreuses, pourquoi est-ce que ça vaut la peine, selon vous, aujourd'hui, de reparler de Conrad de Trait et de republier ces romans, 3 de ces romans, dont L'herbe à brûler ? Eh bien parce que c'est une œuvre déjà assez foisonnante qui croise politique et marxisme, religion et mysticisme, sensualisme et homosexualité, et puis parce que c'est un écrivain belge qui parle de l'ailleurs. On se replonge dans nos archives et dans les premières pages du roman L'herbe à brûler. Cette histoire commence par les premiers mots d'un roman. Le héros est couché sur le lit de sa maison d'enfance. Il y est revenu après une vie d'aventure et voit son âme doucement le quitter. Quand mon âme a quitté mon corps, elle a d'abord volé vers le fuchsia sur la sellette près du lit. De nombreuses plantes décoraient ma chambre. Ma mère en raffolait. Chaque année, elle faisait de nouvelles boutures. Elle achetait des pots, les rangeait sur les appuis des fenêtres, l'armoire, le couvercle de la machine à coudre. Elle en garnissait également la table, et quelquefois les chaises, ce qui gênait les visiteurs. Voilà les premiers mots de L'herbe à brûler. En 1979, ce roman a reçu le prix Renaudot, un des plus prestigieux pour la littérature française. Ce titre, L'herbe à brûler, contient en lui toute l'histoire de son auteur, Conrad de Trait. L'herbe à brûler, c'est une herbe d'abord enracinée, et puis que c'est des racines, ou qu'on des racines, et puis qu'on brûle, comme on brûle les mauvaises herbes à certaines saisons de l'année. C'est l'itinéraire d'un déracinement, d'une tentative de réenracinement ailleurs, mais je crois que c'est un itinéraire exemplaire de toute une génération. L'histoire d'une génération, d'un homme de son époque, de ses époques, qui s'est plusieurs fois déconstruit et réinventé dans une vie émaillée d'aventures spectaculaires, et dont, aujourd'hui, un peu étrangement, la postérité ne garde que de vagues souvenirs. La vie de Conrad de Trait démarre de la manière la plus banale qui soit. Fils de boucher, né à la fin des années 30 à Roquelange-sur-Gers, un de ces villages qui, au fil du XXe siècle et des recensements linguistiques, oscille entre Flandre et Wallonie, entre province du Limbourg et province de Liège. Un monde rural, brutal à certains moments puisque je venais d'une boucherie.
Il y avait également un petit abattoir. Là-bas, on égorgeait les animaux. Le sang jaillissait. C'était dur. C'était un monde dur, impitoyable. La vie était dure. Il n'y avait pas de musique. Nous n'avions pas de poste de radio. Il y a eu un poste de radio à la maison lorsque j'avais 10 ans. Avant cela, c'était le silence et l'ennui. Le silence et l'ennui, sauf lorsque l'enfant pénètre dans l'église du village. Eh bien, en venant à l'église, je franchissais une sorte de frontière et j'accédais à un autre monde. Le monde de l'encens, de la musique, des couleurs, des chants, d'un cérémonial un peu mystérieux. Et pour moi, c'était autre chose. Et ça me plaisait. C'était une sorte d'antichambre du paradis, n'est-ce pas ? Est-ce là, dans cette église de village, qu'est née la première vocation de Conrad de Trait ? Peut-être. À 20 ans en tout cas, il entre au séminaire de Saint-Tron, puis entame des études de théologie à l'université de Louvain. Là, à la fin des années 50, il se confronte à d'autres manières de penser le monde. Un jour, il y a eu la rencontre d'autres philosophies, d'autres conceptions du monde. Ça a d'ailleurs commencé à Louvain, alors que je faisais de la théologie. Mais je lisais également des philosophes ou des auteurs qui n'étaient pas chrétiens. À Louvain, Conrad de Trait rencontre de nouvelles idées, mais aussi tout simplement de nouvelles personnes. Des étudiants congolais, mais surtout des étudiants latino-américains. Nous sommes au début des années 60. À travers ses amis, Conrad de Trait prend conscience des injustices qui traversent l'Amérique du Sud. Alors qu'il doit faire son service militaire, à 25 ans, il décide de partir pour le Brésil comme missionnaire laïque. Alors finalement, les raisons qui m'ont poussé à partir en Amérique du Sud en interrompant mes études universitaires sont des raisons qui se rattachent à une volonté de refuser un certain étouffement. Et à cette époque, j'avais le sentiment vraiment d'étouffer en Belgique pour des raisons qui sont essentiellement des raisons, je crois, culturelles et religieuses, et pour des raisons plus positives qui étaient celles de vouloir un jour réaliser des désirs qui, en moi, étaient encore très informulés. Mais je sentais qu'il y avait chez moi une sorte de pulsion de vie, une sorte de vitalité et de besoin de connaissance qui demandait à trouver une réalisation urgente en quelque sorte. Et j'ai estimé que, en partant pour un pays qui m'était entièrement neuf, puisque je ne le connaissais pas du tout, j'allais pouvoir trouver les conditions minimum et nécessaires de liberté pour pouvoir enfin être celui que j'aspirais à être et qui n'avait pas pu l'être jusqu'à ce moment-là. Conrad de Trait se sent à l'étroit en Belgique et en lui-même. Au Brésil, il s'installe dans les quartiers populaires de Rio. Je n'ai jamais habité dans les beaux quartiers de Rio. J'habitais dans la banlieue. Je n'ai jamais fréquenté les salons prétendument littéraires de Rio non plus. Je fréquentais de préférence les écoles de samba et le carnaval. Et cette vitalité s'est surtout exprimée alors dans une attitude et dans une vie politique extrêmement agitée, extrêmement fervente. Parce que la rencontre avec la réalité du Brésil a été pour Conrad de Trait un véritable choc. Il y a eu le choc de la rencontre de la misère, des injustices, de la tyrannie au Brésil. Et la foi religieuse m'a quitté comme du sable vous coule entre les doigts. Un vide s'est créé qui devrait normalement laisser la place à l'angoisse, mais l'angoisse existentielle est intolérable et quasi automatiquement la foi religieuse a été remplacée par une foi profane, la foi dans la révolution, refaire le monde. Et puis pour ça il faut une technique, celle que j'ai choisie parce qu'elle me semblait efficace, c'était le marxisme-léninisme qui dans le tiers-monde joue sur du velours. Conrad de Trait s'engage dans les mouvements de gauche, perd la foi chrétienne, mais il y a plus que cela qui se déplace en lui.
Alors qu'il est au Brésil, Conrad de Trait observe que ses désirs ont changé. Il découvre alors son homosexualité, qu'il qualifie d'affranchissement politique. La libération du désir sexuel, du désir amoureux, par la libération de mes désirs et l'affranchissement de ma propre sexualité et la nécessité de pourfendre les tabous sexuels m'a naturellement aidé à pourfendre les tabous idéologiques, tout ce qui me retenait et qui venait de mon éducation, tout ce qui m'empêchait, tout ce qui faisait obstacle à un engagement politique radical. Ah, bien sûr, moi je crois de très fort que la libération sexuelle aide et favorise la libération politique. C'était vrai dans mon cas, et c'est vrai dans le cas de beaucoup de gens que j'ai vus, surtout si on a reçu une éducation puritaine, comme c'était mon cas. La place de la sexualité, du plaisir, de l'amour dans le militantisme politique, c'est un des points saillants de la pensée de Conrad de Trait. Montrer comment on peut en même temps vivre une vie de militant et une vie amoureuse. Et très souvent, dans l'engagement politique, on croit devoir sacrifier le plaisir et l'amour. Or, pour moi, j'ai toujours voulu... C'est très important et c'est un facteur d'équilibre. Je considère qu'un militant sans cœur est un être dangereux. Et un militant sans sexe, c'est un malade. Alors ce qu'il faut faire, c'est concilier dans sa vie et la politique et la volupté. Or, souvent, on croit que l'un exclut l'autre. En ce début des années 60, Conrad de Trait expérimente donc le lien entre amour et militantisme. Le Brésil est gouverné par un gouvernement démocratiquement élu, mené par le président travailliste João Goulart. Mais le 31 avril 1964, le régime est renversé par un coup d'État militaire. Le coup d'État militaire, dans mon cas comme dans celui de mes camarades, a tout simplement servi à radicaliser nos positions. Et à partir du moment où le fascisme s'est instauré dans le pays, il a bien été nécessaire de passer dans notre chef à la résistance et à organiser cette résistance avec évidemment tout ce que ça comporte de clandestinité, de danger, de risque. Le danger, la clandestinité, après 3 ans de cette vie-là, Conrad de Trait est arrêté par le régime. Pendant 1 semaine, il est emprisonné et torturé. Et au bout de 3 ans d'activité clandestine, j'ai été arrêté, expulsé ensuite, et puis condamné par contumace à 2 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État brésilien, c'est-à-dire dans mon chef, pour atteinte à la dictature militaire. C'était une peine de dissuasion qui m'empêchait de retourner au Brésil. Après d'intenses efforts diplomatiques, Conrad de Trait est renvoyé en Belgique. Il se retrouve en Europe, loin de tout ce qu'il a construit, rongé par un profond sentiment d'échec. Lorsque je suis arrivé en Europe à l'âge de 31 ans, très précisément, j'étais très désespéré. Parce que j'avais le sentiment d'avoir échoué partout. D'avoir échoué sur le plan politique, puisque j'avais milité en vain contre la dictature au Brésil. Moi et mes camarades, nous avions tous été décimés, rejetés, tués, expulsés, n'avions pas pris le pouvoir, donc nous avions échoué. Et j'avais énormément investi dans ce travail révolutionnaire. Échec également sentimental parce que une fois qu'on plonge dans la clandestinité et qu'on court des risques, les gens auxquels vous êtes liés, les gens qui vous aiment, ne sont pas toujours disposés à vous accompagner par crainte, et on peut le comprendre. Tout le monde n'est pas animé des mêmes passions et du même courage, ou je dirais même de la même naïveté. Et à 30 ans, j'avais le sentiment d'un échec magistral de mon existence. Seulement, il se trouve que, effectivement, j'ai vécu une jeunesse véhémente, passablement tourmentée. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, j'en ai connu beaucoup. Et finalement, je suis heureux d'avoir trouvé en moi suffisamment d'énergie pour utiliser tous ces échecs et toute cette expérience, et pour la transformer en création littéraire, pour la mettre en mots. Et finalement, je crois que ma vocation, depuis toujours, est celle d'écrivain, seulement je ne le savais pas. Il fallait que je vive d'abord, pour ensuite avoir quelque chose à dire. À 31 ans, Conrad de Trait se lance dans l'écriture. Il écrit des romans, il est aussi journaliste. Correspondant au Portugal, par exemple, en 1974 pour la RTBF, au moment de la révolution des œillets, qui fait tomber la dictature dans le pays. Notre correspondant à Lisbonne, Conrad de Trait. La bataille pour le contrôle de l'information
qui opposait la nuit dernière le gouvernement à son opposition de gauche, soutenue par les organisations révolutionnaires, s'est finalement soldée par la victoire du gouvernement. En ce milieu des années 70, Conrad de Trait se plaît dans la capitale portugaise. Et j'étais ici pour couvrir les événements de la Révolution pour la RTB. Il y a eu une période où j'étais très mobilisé. J'étais tout le temps dans la rue en quête d'informations, surtout pendant l'été chaud de la Révolution, en 1975. Mais après cela, quand les événements se sont tassés, qu'il y a eu de longues pauses, je suis très souvent venu ici. Parce que j'aime beaucoup ce bar, cette terrasse qui surplombe la ville. J'aime beaucoup la vue plongeante qu'on a en regardant dans cette direction. Et face à ce paysage vaste, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai écrit une bonne partie de L'herbe à brûler ici. L'herbe à brûler est le grand roman qui raconte l'histoire d'une vie qui est presque la sienne. Cet homme qui ne cesse de s'enrouler autour des enjeux de son époque et qui a choisi de tout coucher sur le papier. Longtemps, j'ai cru que la nostalgie était une affaire de vieux cons. Quand je pensais cela, j'étais un jeune con. À Lisbonne, j'ai changé la vie. Je suis venu m'installer dans cette ville après avoir vécu dans d'autres villes et dans d'autres pays, certaines amours exaspérantes et un combat politique prolongé, exaspérant lui aussi. J'avais alors 37 ans. J'étais mûr pour capter le passage du temps. L'herbe à brûler sort en 1978. Ces dernières années, Conrad de Trait a mis un pied au sein du monde intellectuel parisien. Le roman rencontre un vrai succès, mais surtout remporte le prix Renaudot. Si vous avez écouté les informations à 13h, vous savez que Conrad de Trait, notre compatriote Conrad de Trait, a obtenu le prix Renaudot, une des plus grandes distinctions de la saison après le prix Goncourt. La troisième vie de Conrad de Trait, le séminariste, le révolutionnaire et enfin l'écrivain, est désormais connu de toutes et tous. Le roman L'herbe à brûler raconte une vie semblable à celle de Conrad de Trait, une vie animée d'un feu qu'il était impossible d'éteindre. Tout a été brûlé en moi. La religion d'abord, Dieu est mort. La révolution m'a broyé en quelque sorte, a broyé une partie de mon âme, puisque j'en suis sorti vaincu politiquement, et en partie humainement et psychologiquement entamé sûrement. Reste maintenant l'écriture, reste la création artistique. Mais, cela dit, je ne renie absolument pas mes convictions politiques. Je me considère foncièrement comme un homme de progrès, de démocratie sûrement, socialiste, et tout ce que je peux faire pour l'Amérique latine, quand je peux le faire, je le fais. Conrad de Trait s'est éteint en 1985 à Paris, à l'âge de 47 ans. À l'époque, personne ne prononçait encore les mots qui disent les véritables raisons de sa mort. L'écrivain belge naturalisé français Conrad de Trait est mort ce matin, à l'aube, emporté par la leucémie à l'âge de 47 ans. Vous l'aurez certainement appris au journal télévisé ce soir, l'écrivain belge Conrad de Trait est décédé cette nuit à Paris des suites d'une longue maladie. S'il était décédé quelques années plus tard, on aurait dit que Conrad de Trait était mort du sida. Quand mon âme a quitté mon corps, elle a d'abord volé vers le fuchsia sur la sellette près du lit. De nombreuses plantes décoraient ma chambre. Ma mère en raffolait. La première, L'histoire continue. On raconte l'histoire de Conrad de Trait dans cet épisode, écrivain belge largement oublié. On retrace son histoire avec Clément Dessy. Vous êtes chercheur FNRS à l'ULB. Vous avez écrit la postface de la réédition de ses romans à la collection Espace Nord, qui réédite des titres du patrimoine littéraire belge francophone. Alors Conrad de Trait, on ne l'entend pas dans les archives parce qu'on ne pouvait pas raconter toute l'histoire de sa vie, mais dans ses romans, il parle de la Wallonie, il écrit la Wallonie, son enfance en Belgique, qui raconte sur fond de guerre scolaire et de questions royales. C'est quelque chose qui est assez rare dans la littérature. Alors, oui, probablement, effectivement, il aborde de manière assez directe
le contexte politique, la question royale, vous l'avez dit aussi, les conflits linguistiques, mais il les met toujours en scène aussi d'une façon un peu légendaire. Et ça rend aussi le récit pas strictement historique, quand il va parler justement de la question royale et des manifestations où on emmène les enfants des écoles chrétiennes manifester contre les socialistes. On a moins un compte-rendu direct que des caricatures de manifestations où des gens ont des panneaux oui, d'autres ont des panneaux non, non oui, oui ou non, et où certains se cachent. Ça devient un peu rabelaisien. C'est assez drôle en fait. C'est une manière de raconter la Belgique quelque part à travers ses aventures? Oui, c'est une manière de raconter la Belgique à travers ses aventures. C'est aussi une manière de raconter une certaine Belgique, la Belgique telle qu'il aperçoit une Belgique un peu baroque, une Belgique un peu absurde. Il va s'exprimer plusieurs fois à ce sujet. Il ne faut pas oublier que voilà, il a obtenu Renaudot en France, il parle aussi un public français, donc il aime bien se présenter aussi comme un peu différent. Et pour lui, les Belges ont cette particularité que par rapport aux Français, où c'est rigide, où la Belgique est un royaume un peu fou, où des choses absurdes arrivent, et dont ces conflits linguistiques qui présentent toujours comme n'ayant ni queue ni tête. On entend que c'est un enfant de boucher. Est-ce que Conrad de Trait naît vraiment dans ce qu'on peut appeler un milieu populaire ? Oui, il vient d'un milieu populaire. En effet, il a vécu toute son enfance dans ce village. Alors maintenant, c'est quelqu'un d'attentif qui travaille bien à l'école. Hein. Il est attentif aussi à ce que ses frères et sœurs travaillent bien à l'école. Donc c'est quand même un bon élève. Mais il vient d'un petit village et de fait, la boucherie, c'est quelque chose qui le marque. Et il en parle au début on l'a entendu, mais il en parle aussi au début d'un autre roman, Le Dragueur de Dieu, où il y a tout un chapitre qui va justement décrire le travail du boucher de manière assez crue. C'est quelque chose qui le marque, oui. Et puis, il y a la foi dans son enfance. La première vie de Conrad de Trait, c'est donc cette vie appelée par Dieu. Oui. Alors apparemment, c'est aussi quelque chose qui lui serait venu subitement, d'après ce que j'ai compris en parlant avec ses proches, etc. C'est venu à un moment, c'était pas forcément une pression qui avait été mise telle quelle, bien sûr. On l'emmenait à l'église, il avait une éducation religieuse, mais le but n'était pas d'en faire un prêtre. Et c'est lui qui s'est orienté, qui a annoncé ça à la fin apparemment de son adolescence, si je me souviens bien. Et donc oui, c'est un choix aussi. Avec déjà, on l'a entendu dans le récit, son explication, c'est l'envie d'ailleurs. Il rentrait dans l'église pour aller ailleurs, il rentre dans les ordres pour aller ailleurs, il va à Louvain pour aller ailleurs, puis il va au Brésil, évidemment pour aller ailleurs. Oui, il y a toujours une quête de l'ailleurs. Hein. Oui. Les gens qui le connaissaient, ses proches le décrivaient justement comme quelqu'un d'un peu instable. Il avait toujours envie d'autre chose. Donc effectivement, dans ce cadre-là, ça nous paraît surprenant de passer de la religion, de la prêtrise au marxisme, mais quand on le met sur le goût de l'ailleurs et du changement perpétuel, alors ça trouve ça logique. Oui, et d'ailleurs, lui, il fait un lien de la foi. On passe de la foi chrétienne à la foi marxiste, puis il est désabusé de la foi et il devient écrivain. Oui, tout à fait. C'est ça le parcours. Oui, alors ça on peut un peu le relativiser parce que ça il se reconstruit là-dessus. On peut retrouver déjà des textes où il est au Brésil et où il dit dans son journal « Je vais arrêter d'enseigner parce que j'ai besoin de faire la révolution si je veux écrire un livre ». Ah, c'est ça. Donc il sait déjà ce qu'il veut faire. Et il est déjà intéressé par la littérature, etc. Je ne suis pas en train de dire que ça n'est pas bien, mais dire que c'est parce qu'il a vécu qu'il a eu envie d'écrire, non, il avait déjà envie d'écrire. C'est quelqu'un qui a su à la fin de sa vie, et on l'entend assez bien, raconter une forme de légende personnelle aussi. Oui, tout à fait. Il se met aussi dans cette idée des vies de saints. C'est quelqu'un qui connaît très bien la littérature. Il a étudié, il est diplômé au Brésil de littérature. Il l'a enseigné à l'université. Il renonce effectivement à une carrière universitaire en littérature. Donc voilà, la légende dorée de Jacques de Voragine, tous ces récits de saints du Moyen-Âge qui inspirent tellement les peintures, tout ça, il connaît très très bien. Il connaît tout le vocabulaire qui va avec. Un mot quand même sur le contexte à l'université de Louvain au début des années 60. Comment ça se fait qu'il rencontre des étudiants latino-américains? Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là qui explique que pour un Belge séminariste, étudiant en théologie, il y a cette possibilité comme ça d'avoir un accès à l'ailleurs? Eh bien, en fait, il y avait des accords qui existaient déjà entre la Belgique et le Brésil dans le cadre des missions. Et donc, on envoyait des étudiants brésiliens en Belgique pour
venir étudier à l'université de Louvain et puis revenir, entre guillemets, avec la bonne parole dans leur pays. Et le Vatican a beaucoup poussé à cela aussi parce que en Amérique latine, il y avait beaucoup de mouvements marxistes et que l'Église essayait de ne pas perdre pied auprès des classes populaires en essayant d'investir justement. Et ils ont fondé à Louvain le Collège pour l'Amérique latine qui a un peu formalisé cela. On pouvait y suivre des séminaires, on pouvait aussi y loger et de Tré à fréquenter ce lieu. Et c'est comme ça qu'il part au Brésil, plutôt pour aller prêcher la bonne parole. Et il va, en fait, complètement basculer et avoir l'effet inverse de ce qui était attendu de ces voyages d'étudiants belges catholiques au Brésil. Alors, en fait, il ne va pas nécessairement prêcher. Évidemment, il va avec des mouvements catholiques, mais il va essayer il va participer à tout ce qui est lors de fondation de syndicats chrétiens. Mm-hmm. Et donc, il va aussi travailler. Il va travailler sur des chantiers à Volta Redonda. Il va travailler avec des ouvriers brésiliens. C'est seulement par la suite qu'il va aller vers Rio et aller plus vers l'enseignement, etc. Mais au départ, il y a cette idée, pas d'aller uniquement prêcher à bonne parole, mais d'être au contact des masses populaires. Et puis, il y a le coup d'État au Brésil en 1964, qui est soutenu par l'Église, et ça c'est quelque chose qui va le marquer très fort et qui va probablement, en tout cas c'est ce qu'on entend ici dans nos archives, être un point de bascule, un point de rupture qui le fait basculer dans un militantisme révolutionnaire et clandestin. Oui, tout à fait. Effectivement, quand on dit l'Église a soutenu, c'est, on va dire, entre guillemets, le clergé pour parler comme au Moyen-Âge. C'est pas forcément le curé de paroisse locale. Mais oui, c'est quelque chose qui l'a choqué. Il bascule. Il était déjà proche des mouvements de l'Ação Popular, qui est aussi, en fait, un mouvement d'action populaire de gauche, mais émanant de milieux chrétiens. Donc, les milieux chrétiens, là-bas, avaient une mouvance de gauche très affirmée. Maintenant, comme il l'a dit ici, quand il parle de ce marxisme de velours, c'est parce que lui, il venait d'une mouvance plus chrétienne et donc il n'était pas au départ marxiste-léniniste à la dure. Et quand en Belgique, les choses se vivaient de manière beaucoup plus rigide. Là-bas, la révolution se pensait de manière beaucoup plus intuitive et en tout cas, c'est comme ça que lui le vivait. Alors, il va entrer dans la clandestinité, on l'a entendu, il va être arrêté et puis expulsé du Brésil. Il va y retourner clandestinement pour rencontrer un homme qui s'appelle Carlos Marighella, poète et guerriero brésilien. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Conrad de Tré. Marighella avait décidé d'être en quelque sorte, dans son pays, un Che Guevara. Il avait une attitude extrêmement courageuse, même téméraire. Il ne s'entourait pas suffisamment, me semble-t-il, de mesures de sécurité, raison pour lesquelles, finalement, il a été capturé et assassiné. Tout militant reçoit des missions à remplir. À ce moment-là, la mission qu'on m'a demandé de remplir était de réaliser cette interview à la propre demande de Marighella, qui voulait briser l'étau de la censure imposée dans son pays et qui voulait propager les raisons pour lesquelles il avait décidé de se lancer dans la guérilla urbaine au Brésil. Et il convenait alors de s'adresser à quelqu'un qui connaisse le portugais, puisque lui parlait le portugais, et une langue de diffusion internationale, l'anglais ou le français dans mon cas. Et comme de surcroît, j'avais des contacts dans les milieux de l'édition et du journalisme à Paris, à ce moment-là, j'étais la personne désignée pour ce faire. Et l'interview a eu lieu, elle a été publiée en France, d'abord dans une revue et ensuite dans un livre avec toute une série de textes que Marighella m'avait également demandé de traduire et de publier en France, puisque cette publication était impossible au Brésil. Ce livre, il s'appelle « Le manuel du guerriero urbain ». Clément Dessy, c'est intéressant de revenir sur ce livre, parce qu'il y a vraiment eu toute une controverse au moment de sa publication en France. Oui, en fait, le livre a été interdit. Ça a été un des derniers cas de censure officielle du gouvernement. Ce livre qui avait été publié par Le Seuil, quand même, c'était dans la série Combat, mais c'était quand même Le Seuil, avait été interdit et il a été republié par tout un consortium d'éditeurs qui se sont mis ensemble pour contourner la censure. On a appelé ça la barricade des éditeurs. Parce qu'effectivement, ce texte posait problème à la France dans la mesure où ils étaient en train de construire des accords commerciaux avec le Brésil et que le Brésil a fait pression pour faire interdire ce livre qui était sulfureux.
Il y avait quoi dans ce livre ? Oui, c'est un livre qui donne des indications sur comment déstabiliser un régime dictatorial. Et qui assez précise, quoi. Oui, vraiment un manuel, c'est bien. Comment organiser une action collectivement pour ne pas être vu des services de l'ordre, comment diffuser une information, comment préparer aussi des armes, notamment il y a toutes des questions sur les explosifs, etc. Donc c'est un vrai manuel. Maintenant, voilà, ce manuel était perçu comme terroriste aussi, mais il était conçu pour contre un régime dictatorial. D'ailleurs, il a été, ce manuel, il a infusé dans les milieux militants de gauche en France, en Allemagne, etc., y compris chez des groupes qui, après, ont utilisé des techniques d'action directe, etc. Oui, comme les Brigades Rouges en Italie, et il en parle dans ses souvenirs, dans les noms de la tribu. Il est un peu gêné par cela, parce qu'évidemment, il a contribué à la diffusion, et ce texte ayant été traduit en français pour la première fois, c'est-à-dire qu'il n'a pas été traduit. Après, il a circulé à partir de la traduction de Conrad de Trait. Donc, c'est pas uniquement vers le français, c'est vers aussi tout un ensemble de langues, notamment pour les Italiens. Il a été repris en Allemagne, et ça l'a mis mal à l'aise. Par rapport à la bande à Bader, les Brigades Rouges, etc. Il dit d'ailleurs par après que ça a été mal compris. C'était pas un manuel contre les démocratie, c'était un manuel contre les dictatures. Et il a dit après que pour lui, il y avait un vrai problème à ce que des groupes violents s'en soient inspirés. Oui, tout à fait. Après, il s'en est aussi dédouané. Il a dit, bon, c'est pas ma faute, mais voilà, ça montrait bien qu'il était mal à l'aise et qu'effectivement, pour lui, cet outil était un outil qui devait rétablir une justice et pas créer des injustices. La première, l'histoire continue. On raconte l'histoire de Conrad de Trait dans cet épisode, écrivain belge largement oublié. On retrace son histoire avec Clément Dessy, qui a écrit la postface de la réédition de ses romans à la collection Espace Nord, qui réédite des titres du patrimoine littéraire belge francophone, donc ces romans de Conrad de Trait. Alors on a évoqué son parcours en Belgique, et puis son parcours politique aussi en Amérique du Sud, et puis un mot maintenant sur sa découverte de la sexualité, de son homosexualité, qui lie directement à son parcours politique. Les deux arrivent en même temps, la révélation du marxisme et la révélation, ou en tout cas la suggestion, parce qu'il le savait déjà, disait-il, mais enfin, il assume son homosexualité à ce moment-là. Et c'est politique pour lui. Oui, c'est un acte politique. Maintenant, qu'il l'ait découvert au Brésil, j'ai peut-être un peu de doute. Je pense qu'il s'en doutait sans doute avant, mais disons qu'il peut formaliser. C'est un récit de lui-même qu'il fait. C'est un récit de lui-même. C'est vrai qu'au Brésil, il va commencer à avoir des lectures, on va dire, un peu plus sulfureuses. On voit que dans ses carnets, il va commencer à lire André Gide, Si le grain ne meurt, il va lire des biographies d'Oscar Wilde, et ce sont des textes qui le marquent beaucoup. Et donc, il va effectivement prendre des distances. Il voit cela comme un acte politique aussi, parce que la religion en Belgique est aussi un peu politique. Donc il a été éduqué dans tout un pilier catholique. Il est passé par les universités. Il a vu les conflits aussi que ça pouvait susciter. Et donc voilà, l'homosexualité pour lui, c'est aussi un rejet de tout cela. Enfin, il sait ce que ça veut dire aussi par rapport à l'Église, même si après, bon voilà, dans son œuvre, il va essayer d'en faire autre chose, évidemment. C'est intéressant de voir que c'est quand même assez tôt dans l'histoire. Dans l'histoire des mouvements de libération sexuelle, dans la question des mouvements qu'on appelle aujourd'hui LGBTQIA+, c'est très tôt. Oui, alors il va coïncider aussi quand il va revenir, quand il sera en Europe et puis qu'il va aller à Paris, il va aussi participer à une revue, la revue Masque, qui est accessible maintenant, je crois, en ligne. C'est une revue qui avait comme sous-titre Revue des homosexualités et qui était assez orientée à gauche. Il a beaucoup écrit pour cette revue, il a participé à des courants d'émancipation et de libération sexuelle à Paris à ce moment-là, qui étaient clairement orientés à gauche. Donc effectivement, il y avait une notion politique et assez militante assez tôt. C'est quelqu'un aussi qui, à ce moment-là, commence à prendre pied dans la vie intellectuelle parisienne ? Oui, tout à fait. Il fréquente beaucoup le milieu de l'édition, les écrivains, les milieux effectivement d'intellectuels gays, LGBT. Oui, et puis d'autres milieux politiques qui lui permettront aussi de devenir attaché par la suite. Et alors commence la notoriété tout doucement, avec le prix Renaudot, donc pour L'herbe à brûler, 1979.
comment il était déjà largement connu avant, ou c'est ça qui l'a révélé au grand public? Et notamment, je parle ici grand public de la Belgique francophone, puisque aujourd'hui, c'est aussi l'initiative de cette émission, il est largement méconnu. Mais donc, quelle a été sa notoriété à cette fin des années 70? Alors, clairement, l'herbe à brûler, avec le prix en France, ça a décuplé les ventes. On passe à plusieurs centaines de milliers. Enfin, je ne sais plus exactement les chiffres, mais on passe vraiment à une autre catégorie de publications par rapport aux 2 précédents romans. Il a eu une notoriété en France assez grande parce que effectivement, le roman s'est plutôt bien vendu. Maintenant, il a eu le prix en même temps que Patrick Modiano et que Georges Perec, donc voilà. Ceux-là, on les a mieux retenus. Il a eu ses traductions aussi. Il a été traduit dans plusieurs langues. Il y a même eu des velléités à un moment au Brésil de faire un film à partir de l'herbe à brûler, chose qui ne s'est pas faite, mais c'était en négociation avec l'éditeur. Donc oui, il a eu clairement sa notoriété. Il y avait des interviews partout, tous les magazines, on retrouve quand même une visibilité assez grande. C'est ce qui lui a permis d'avoir aussi beaucoup de liens avec les milieux d'écrivains, dont François Sagan, tous des grands noms de la littérature aussi visibles de l'époque. Alors, des Belges qui ont eu cette notoriété, qui ont reçu des grands prix littéraires, qui étaient implantés dans le milieu parisien, qui ont eu une vie d'aventure qui résonne autant avec des enjeux contemporains, il n'y en a pas tant que ça. Comment expliquer que dans la mémoire de la culture francophone de Belgique, on ait si peu le souvenir de Conrad de Trait, on l'exhume si peu? Alors, il n'y a pas de réponse définitive, mais on pourrait peut-être avoir 2 brins, on va dire. Le premier, ce serait de dire qu'il y a le problème de la littérature belge. En général. Fatalement, en général, qui, même en Belgique, lit la littérature belge. Quand j'ai mes étudiants qui arrivent à l'université et à qui je parle de Maurice Maeterlinck, notre unique prix Nobel, ils ne le connaissent pas. Donc, voilà. Et ça, comment ça s'explique? Ça s'explique aussi du fait de notre enseignement qui est très orienté vers la littérature française en général, plus que vers la littérature belge, et qui n'a pas le culte d'une identité nationale et d'un patrimoine national par la littérature. Et l'autre raison, ça pourrait être aussi que justement, Conrad de Trait a eu un parcours très visible. Ça a pu susciter quelques jalousies parfois. Il a eu ces quelques conflits en Belgique. Maintenant, certains ont entretenu sa mémoire, mais pas tous. Il était homosexuel aussi. Et mine de rien, ça a quand même une incidence parce que pour la filiation, l'héritage, etc., justement, on ne sait pas très bien pour ses œuvres comment tout ça se passe. Sa famille a fait un travail de mémoire à Rocklange, mais eux n'étaient pas dans les milieux littéraires. Donc, et le fait que aussi, il soit mort jeune, ça a joué aussi. Et mort du sida? Mort du sida, ça peut jouer de manière positive. Parce que c'est aussi très... Guibert, oui, mais c'est très tôt, 1980. Voilà. Mourir du sida en 1985, d'ailleurs on l'entend dans nos archives. On ne dit pas le nom. Mais je ne suis pas certaine que c'est parce qu'on ne veut pas dire le nom. Je pense que c'est parce que je pense que les gens savaient de quoi Conrad de Trait, enfin les gens qui étaient proches de lui savaient de quoi il était en train de mourir. Simplement, on n'osait pas encore en parler. Il y a eu aussi des omertas en France. On ne voulait pas citer le nom de la maladie parce que ça allait paniquer les gens, etc. Donc il y avait aussi cette donnée-là, mais les gens qui étaient proches, et lui, savaient très bien de quoi il était en train de mourir. Est-ce qu'on pourrait espérer, entre guillemets, voir aujourd'hui une figure comme celle de Conrad de Trait et ses romans réémerger dans la mesure où il coche un peu toutes les cases des enjeux contemporains? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une lecture qui reste tout à fait actuelle. Quand je le donne à lire à mes étudiants et étudiantes, ils sont souvent assez enthousiastes. C'est surprenant, effectivement, qu'il n'ait pas encore retrouvé cette audience, en particulier avec L'herbe à brûler, qui est un roman assez accessible et assez divers. C'est le premier qu'il faut lire si on veut commencer avec du Conrad de Trait, c'est celui-là? Alors, je m'attirerai des ennemis en disant cela, parce que Ludo est un livre très élaboré et vraiment très beau, mais c'est une sorte de long poème en prose sur l'enfance, donc c'est plus difficile d'accès. L'herbe à brûler est un roman de facture plus classique, c'est-à-dire avec une histoire et malgré une écriture élaborée, il est peut-être plus accessible, mais je recommande évidemment de lire tous ces romans. L'herbe à brûler qui est donc paru à la collection Espace Nord aux Impressions Nouvelles. Une très belle écriture aussi, ça vaut vraiment la peine d'aller se plonger dedans, et peut-être un rythme d'écriture qui nous parle aussi à nous Belges francophones avec ce français que nous parlons, mais qui est quand même
Vous avez pris du plaisir à le lire. Moi, j'ai pris du plaisir à le lire. Ouais. Merci beaucoup, Clément Dessy, d'avoir été avec nous pour retracer l'histoire, la vie et l'œuvre de Conrad de Trait. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Une émission réalisée par Julien Demeuse, préparée et coordonnée par Émilie Malice.